Bonjour Bertrand Badi. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre sur ce plateau. Qu'avez-vous pensé de la prestation des deux candidats à l'élection présidentielle américaine lors de ce débat, donc dans la nuit de jeudi à vendredi? Alors, ce qui est intéressant, surtout quand on a en mémoire les autres débats américains, c'est que chacun voulait, je dirais presque, prendre le pouls des candidats davantage que d'entendre ce qu'ils disaient. C'est-à-dire la grande question, c'est est-ce que Biden est suffisamment en forme et est-ce que Trump ne va pas sortir encore des énormités. Vous voulez dire qu'on s'intéresse plus à la forme qu'au fond? Oui, enfin, moi je pense que la distinction forme-fond est pas tout à fait exact. Je dirais c'est davantage la performance individuelle et l'image. C'est pas seulement la forme, l'image. Vous savez, c'est aussi tout le message que l'on veut faire passer par rapport à un enjeu qui est quand même énorme, parce qu'on a l'impression que la campagne présidentielle a commencé, alors qu'on n'est pas absolument certain que les deux débatteurs d'hier soir seront les deux candidats de sur demain. La ligne de départ. Donc, vous voyez, tout ça renvoie à des questions sur le candidat. Alors, évidemment, et je le dis avec regret, Joe Biden a paru vraiment affaibli, et sur les thèmes qui lui donnaient l'avantage, comme par exemple celui de l'avortement, qui lui est favorable. Il n'est pas parvenu à aller mettre en défaut Donald Trump. Et oui, et il a même été victime d'un blanc, puisqu'il n'a pas su dire ce qu'il fallait absolument dire à ce moment-là, c'est le délai que les démocrates entendaient donner pour rendre possible l'avortement, au bout de combien de mois de conception. Donc là, il a perdu la balle, si vous voulez. C'est un signe de faiblesse. Ça a confirmé quand même la précarité de sa candidature, alors que Trump a été égal à lui-même, mais est tombé, je dirais, dans l'excès mesuré. L'excès, il en a, je dirais, par nature, et même il en a besoin pour alimenter son électorat. Oui, mais c'est vrai qu'il est apparu particulièrement calme lors de ce débat. Voilà. Alors, je vais vous surprendre, moi, en tant que politiste et d'analyste, vous dire, c'est l'élément essentiel que j'en ai retenu. Alors, on peut maintenant venir au contenu. Il y a eu aussi un certain nombre d'affirmations, mais qui n'ont pas apporté de grandes surprises par rapport à ce que nous savions déjà. En revanche, effectivement, ceux qui s'interrogeaient sur la convention de Chicago, qui aura lieu au mois d'août prochain, et qui désignera officiellement, qui investira officiellement le candidat démocrate, on peut se demander un peu plus qu'hier si ça sera finalement bien Biden qui sera investi. Et justement, sur cette question, vous le dites notamment parce que Joe Biden est apparu particulièrement affaibli dans ce débat, avec notamment cette scène particulièrement humiliante, Donald Trump qui lance au journaliste « Je ne sais pas si lui-même sait ce qu'il dit ». Ça fait beaucoup parler outre-Atlantique aujourd'hui. On peut dire que c'est une prestation, il faut le dire, complètement ratée de la part du président sortant. Voilà, et c'est la raison pour laquelle j'exprimais ainsi mon sentiment dominant, c'est-à-dire que vous savez, il faut quand même penser que, logiquement et rationnellement, Biden a la main, parce que son mandat s'est quand même plutôt bien passé sur le plan économique. Il a été attaqué par Trump, qui lui a dit « on est victime d'inflation », mais durant tout le mandat, l'inflation aux États-Unis a cessé de diminuer. Il a su justement la réguler, elle était au-delà de 10% il y a quelques mois. Et aujourd'hui, on est autour de 4%. Voilà, ou même moins, on est autour de 3 et quelques 3,4%. Voilà. Et dans un contexte qui était infiniment moins favorable que celui qui a présidé au mandat de Trump précédemment. Il y a eu quand même ce conflit russo-ukrainien, il y a eu le conflit israélo-palestinien, ni l'un ni l'autre n'est d'ailleurs terminé. Ces deux conflits ont un effet direct sur l'économie américaine, on sait pourquoi, et en plus de ça, ces deux conflits venaient complètement rebattre les cartes de la puissance dans le monde. C'est-à-dire que Biden a dû essuyer le pire des cauchemars pour un président des États-Unis, c'est-à-dire la démonstration que la puissance américaine, le leadership américain, n'est pas ce qu'il était avant. Alors que Trump, dans sa séquence qui, en gros, va de 2017 à 2021, début 2017 à 2021, n'a pas eu à essuyer des enjeux internationaux suffisamment lourds et graves pour qu'on dise le leadership américain est en péril. Et Biden
Je ne dis pas qu'il a bien géré, d'ailleurs je n'ai pas le droit de me prononcer là-dessus, mais je dirais, tel un médecin, vous avez bien résisté au choc. Il y a peut-être un point nord sur la politique internationale de Joe Biden, et d'ailleurs Donald Trump l'a attaqué sur ce point, c'est l'Afghanistan. Oui, enfin, l'Afghanistan, l'affaire était terminée pratiquement lorsque Biden est arrivé au pouvoir. Le malheureux Biden a eu à solder les comptes, et notamment ce malheureux mois d'août qui s'est traduit par cette débâcle du rapatriement des Américains et de leurs amis depuis Kaboul, mais ce n'était qu'essuyer, je dirais, les dégâts qui avaient été provoqués par les mandats précédents, et notamment par celui de Trump. Avec l'arrivée au pouvoir des talibans. Sur cette prestation de Joe Biden, j'y reviens parce que c'est quand même un enjeu important, vous l'avez souligné. Aujourd'hui, c'est pas encore certain que les deux candidats que nous avons vus à la télévision soient sur la liste de départ, sur la ligne de départ, pour cette élection présidentielle. Vous avez vu que, y compris dans le camp démocrate, Kamala Harris, qui reconnaît que Joe Biden a été lent au démarrage, mais qu'il a fini en force. Bref, on voit bien qu'on a du mal à défendre la prestation du président américain. Parce que c'est un phénomène objectif. Ceci étant, pour compléter la réponse, il faut voir qu'on est dans une situation extrêmement compliquée. Premièrement, Kamala Harris, et ça c'est peut-être une erreur de Biden, n'a pas pu transformer ce premier mandat en, je dirais, plateforme de lancement, rampe de lancement pour sa candidature présidentielle. Elle a été très effacée pendant les 4 ans, donc elle ne s'est pas imposée au public américain. Mais il faut chercher 2 autres éléments qui sont très importants. C'est d'abord la montée de la gauche démocrate, qui a été relayée notamment par ces mouvements, ces mobilisations sur les campus universitaires américains, où les étudiants disent « enfin, on ne peut pas laisser Israël faire les dégâts qu'on connaît à Gaza, on n'est pas loin de 40 000 morts ». Tout ceci, ça a été de l'inédit dans la chronique du Parti démocrate, et tout ceci n'a pas été structuré. C'est-à-dire, à part Sanders, qui maintenant est très âgé, il n'y a pas eu de leader capable de porter cette vision et qui aurait défié à la convention démocrate future, qui pourrait défier dans cette convention démocrate la candidature de Biden. Il y a un deuxième élément, et là, à quel point nous voyons que l'Europe et les États-Unis sont dans le même bain, c'est-à-dire une sorte d'incroyable déficit de personnel politique, de renouvellement de la génération politique, qu'un quasi-octogénaire vienne défier un jeune octogénaire. 81 ans pour Joe Biden, 78 pour Donald Trump. Comment expliquer que la première puissance du monde se retrouve avec 2 candidats aussi âgés? Oui, mais avez-vous remarqué qu'en Europe, c'est un peu la même chose? Il y a une crise du renouvellement du personnel politique. Et ceci renvoie à des choses très profondes qu'il faut regarder en face, qui est une crise de la jeunesse. Moi, je les vois bien en amphi, par rapport aux institutions et aux pratiques politiques en place. C'est-à-dire, il y a une sorte de défiance, de désillusion. Les meilleurs étudiants, maintenant, préfèrent aller vers la finance ou vers les ONG, selon leur sensibilité, que vers la profession politique, voire vers la haute fonction publique. Et ça traduit cette décomposition lente et sourde des institutions politiques, cette faible adhésion qu'on voit dans les sondages, ce faible niveau de confiance des électeurs dans les institutions politiques. Alors quand vous n'avez pas de confiance dans les institutions politiques, quand vous êtes dans une culture de désinstitutionnalisation, vous ne choisissez pas la profession politique. Ou si vous choisissez la profession politique, vous la faites à partir de l'extérieur. C'est-à-dire d'une contestation extérieure, alors qu'il s'agisse des Gilets jaunes ou qu'il s'agisse des forces d'extrême droite aujourd'hui qui ne se battent plus en fonction d'un programme de gouvernement, mais en fonction d'une dénonciation d'un système. Et tout ceci, c'est commun aux États-Unis et à l'Europe. Oui. Et donc, s'il fallait trouver à tout prix, par exemple, imaginons des scénarios noirs du style un grave malaise de Joe Biden, ça va être très difficile pour le Parti démocrate de lui trouver un remplaçant. Est-ce que vous pensez qu'il peut finir par se faire lâcher par son parti Joe Biden ?
Le système américain ne permet pas ce genre de choses. C'est-à-dire que s'il est investi, pour les raisons qu'on indiquait tout à l'heure, le parti le soutiendra. Oui, sans son consentement, il ne peut pas être remplacé. Non, je pense qu'effectivement, c'est quasiment impossible. Le système américain fonctionne de cette manière, c'est quasiment impossible. Et donc, l'intérêt du Parti démocrate, de la machine, comme on dit aux États-Unis, la machine démocrate, c'est effectivement de gagner à tout prix, et quel que soit le candidat. Donc, on est loin de ce scénario. En revanche, le vrai scénario, et c'est ça qu'il faudra suivre, c'est est-ce que l'électorat, et notamment l'électorat jeune, qui est de plus en plus tenté par la gauche, par la rupture par rapport à ces vieilles lunes du modèle américain, est-ce qu'elle ira voter ou est-ce qu'elle s'abstiendra ? Et si elle s'abstient, alors là, c'est sûr, c'est Trump qui gagnera. Vous l'avez évoqué, le problème aussi pour le camp démocrate, ce sont les alternatives qui sont en fait pas pléthores. À l'intérieur, vous voulez dire, du parti. Si jamais Joe Biden devait accepter de se retirer, qui peut y aller à sa place ? Il n'y a pas grand monde. C'est le grand problème. C'est le grand problème. Alors, il y a bien entendu la vice-présidente. La vice-présidente a la quantité d'atouts en sa faveur. C'est une femme. C'est une femme qui est métissée, qui donc peut toucher différentes minorités, très attentive à être enfin représentée au niveau gouvernemental. Elle a beaucoup de qualités, c'est une femme qui a un certain charisme, mais le paradoxe, c'est que ce charisme, il a été comme étouffé, ou en tous les cas marginalisé pendant toute la présidence de Biden. Donc, a priori, c'est quand même elle qui tiendrait la corde. Il y a quelques gouverneurs démocrates qui sont réputés candidats possibles, mais qui sont quand même encore largement anonymes, et surtout, aux États-Unis comme en France, comme en Europe, comme partout, un candidat, ça ne s'invente pas du jour au lendemain. Et donc, effectivement, c'est le scénario noir pour le Parti démocrate. Sur le fond, Bertrand Badie, ce qui est certain, c'est que ce sont deux visions diamétralement opposées qui s'opposent. Sur quels axes de campagne le scrutin va-t-il se jouer selon vous ? Alors, vous savez, quand il est question des États-Unis, il faut toujours partir de ce qu'on a tendance un peu à négliger, qui est la crise profonde de la société américaine qui est apparue au début de notre siècle. Au début de notre siècle, la classe moyenne américaine s'est aperçue que cette mondialisation qu'elle pensait avoir créée s'est en réalité retournée contre elle et n'a pas fait son bénéfice. La classe moyenne américaine s'est aperçue que la mondialisation avait davantage favorisé le développement d'une bourgeoisie consommatrice en Chine que renforcer la position économique de toutes ces catégories qui forment la classe moyenne américaine. Est-ce que c'est pas justement ce qui explique la réussite de Donald Trump ? Bien sûr, le Trumpisme n'a pas été inventé par Trump. Le Trumpisme a été inventé par cette force sociale nouvelle qui voulait qu'on la rassure. Et comment peut-on la rassurer ? Vous reprenez tous les éléments de Trump, à savoir le protectionnisme, l'anti-immigration, la America First, c'est-à-dire la valorisation de la nation contre le global, le climato-scepticisme, qu'on a oublié, mais qui est quand même une des composantes essentielles du Trumpisme, et qui gêne cette classe moyenne américaine qui a peur de perdre, et de perdre ses avantages économiques, et accessoirement aussi de cette prétention au leadership dans le monde. Et donc, ce phénomène a frappé les États-Unis. Trump a su très vite dire à ces gens-là ce qu'ils voulaient entendre dire, qui est le contraire même d'un programme de gouvernement, parce que dans le monde tel qu'il est, la mondialisation, que ça plaise ou ça plaise pas, elle existe et personne ne pourra l'abolir. Donc répondre à coups de protectionnisme, d'anti-migration, de néo-nationalisme, de souverainisme, etc. C'est le principe même du populisme. Exactement. C'est-à-dire, c'est la dictature du mensonge. C'est-à-dire, vous voulez un monde à nouveau national, protectionniste, souverainiste, je vais vous l'offrir. Or, par définition, c'est pas possible. Donc, effectivement, regardez ce qu'a été le mandat de Trump. À part 2 ou 3 initiatives, d'ailleurs catastrophiques sur le plan international, il n'a rien changé, rien modéré ni nuancé de cette mondialisation en marche. Précisément, vous êtes spécialiste des relations internationales. Dans quelle mesure le contexte géopolitique peut-il peser, va-t-il peser sur ce scrutin ?
Je crois qu'il pèse plus de façon systémique que de façon particulière. Alors, il y a des points particuliers, comme le conflit israélo-palestinien, qui touche beaucoup la jeunesse américaine et qui peut effectivement gêner Biden si ces gens, mécontents de sa politique, je dirais, de relative indifférence par rapport à ce qui se passe à Gaza, décident de s'abstenir. Mais ça, c'est assez secondaire. Ce qui compte, c'est ce monde dont on a peur. Et on retrouve la même chose en Europe, on retrouve la même chose en France. Oui. C'est-à-dire on n'a pas su expliquer que la mondialisation, d'abord, c'est pas un phénomène qui se décrète et qu'on peut abolir du jour au lendemain, et on n'a pas su comprendre que la mondialisation pouvait être positive, c'est-à-dire à condition de savoir la gérer, que l'on pouvait construire quelque chose de positif. Et donc, cette angoisse que suscite la mondialisation, cette stigmatisation de tout ce qui est lié à la mondialisation, qui se trouve désigné comme étant à la source de nos malheurs, devient en quelque sorte le principal moteur du marché électoral aujourd'hui. On ne sait pas vendre la défense de la planète, c'est-à-dire contre le risque climatique, contre les risques sanitaires, les épidémies. On ne sait pas réagir face aux grands problèmes de l'alimentation mondiale, dont personne ne parle jamais, et pourtant il y a 10 millions de morts chaque année du fait de la faim. On ne sait pas réguler cette mondialisation, on ne sait pas créer les conditions d'une gouvernance nouvelle, et comme on ne sait pas le faire, on dit ceux qui essayent de le faire sont responsables des malheurs dont vous avez à pâtir aujourd'hui. Ce qu'on voit bien dans ce que vous dites, Bertrand Badi, et cette campagne américaine en est l'exemple, on a vraiment deux mondes qui s'opposent. Cette forte polarisation entre ces deux camps qu'incarne d'un côté Donald Trump, de l'autre Joe Biden, eh bien, elle a de grandes chances de continuer à s'accentuer. Oui, alors je ne dirais pas tout à fait une bipolarisation du monde, parce que Trump, c'est effectivement ce négationnisme que j'ai décrit tout à l'heure. Biden essaye de composer, c'est-à-dire un peu de protectionnisme, un peu de souverainisme, ne pas abdiquer du vieux leadership américain, mais en même temps tenir compte du monde tel qu'il est. Et vous savez, ceux qui essayent, on en sait quelque chose en France, de jouer du en même temps, souvent se mettent tout le monde à dos. Et Biden est un peu dans cette situation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore ce courant moderniste aux États-Unis qui dirait, écoutez, militons pour une autre gestion du monde. Si vous voulez, c'est un peu ce qu'était la petite lueur intuitive d'un Kennedy en 60 et celle d'un Obama lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2008. Finalement, l'un et l'autre ont déçu. Kennedy est mort tragiquement 3 ans après, même pas, 2 ans après, 2 ans et demi, et Obama, lui, a fait 2 mandats, mais n'a jamais pu aller jusqu'au bout de cette intuition qu'il avait, qu'on était au bord d'un monde nouveau. Ce sera ma dernière question, Bertrand Badi. Quel impact ces élections américaines, même si évidemment on est encore loin d'avoir le résultat, mais quel impact ces élections pourraient avoir in fine sur les conflits mondiaux que nous connaissons en ce moment, en particulier du côté d'Israël et du côté de l'Ukraine? Alors effectivement, vous avez tout à fait raison de poser la question. Je répondrai avec prudence que c'est la grande inconnue. Parce que vous savez, il faut faire attention à Trump. Il dit des choses, mais il en fait d'autres. C'est-à-dire, c'est la dictature des mots et de la rhétorique chez lui. Ce que l'on veut entendre. Sa politique étrangère, vous m'auriez interrogé sur la politique étrangère trumpienne, j'aurais beaucoup de mal à vous répondre, parce que rappelez-vous les flashs de son mandat, le Corée du Nord, la poignée de main avec Kim Jong-un, les querelles avec la Chine, la tentative de séduction d'un Poutine, tout ça est très contradictoire. Et quand Trump vous explique que s'il était là, il aurait réglé en 24 heures le conflit russo-ukrainien, qui peut croire une chose pareille? Ouais. Donc, moi je pense que lorsque les populistes arrivent au pouvoir, leur meilleure façon de s'en sortir, c'est de ne rien faire. Donc, on risque d'assister, en cas de victoire trumpienne, à une autonomisation croissante des conflits du monde, à une montée du rôle des puissances régionales locales, c'est-à-dire au Moyen-Orient, la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, par exemple, en Asie orientale, la Chine, en Afrique, ces nouvelles orientations qu'on voit poindre au